Mon père a témoigné contre moi au tribunal pour se sauver. Puis il a eu besoin de ma signature pour éviter de tout perdre. J'étais assis dans le bureau d'un avocat un jeudi après-midi quand j'ai appris que mon père était sur le point de perdre l'entreprise autour de laquelle il avait bâti toute son identité. Et apparemment, j'étais la seule personne capable de le sauver. L'avocat, un homme nommé Gregory Ashford, qui portait un costume coûtant probablement plus cher que mon loyer mensuel, a fait glisser un document sur son bureau en acajou et a prononcé les mots qui m'ont fait éclater de rire: « Votre signature ici transférerait les parts de la succession de votre mère à votre père, lui permettant de conserver le contrôle majoritaire. Sans cela, le conseil d'administration exécute sa prise de contrôle lundi prochain. » J'ai regardé le papier, puis Ashford, puis à nouveau le papier. Puis j'ai ri de nouveau, plus fort cette fois, parce que l'univers venait de m'offrir la justice la plus poétique que j'aurais pu imaginer. Mon père avait besoin de moi. Le même père qui s'était assis à la barre des témoins 6 ans plus tôt et avait dit à une salle d'audience comble que j'avais volé 340 000 $ à l'entreprise de gestion immobilière commerciale de notre famille. Le même père qui avait regardé le procureur droit dans les yeux en disant: « Mon fils a trahi tout ce que je lui ai appris sur l'intégrité et l'honneur. » Le même père qui était sorti de ce palais de justice libre alors que j'étais condamné à 18 mois dans une prison fédérale. Je travaillais comme gestionnaire adjoint des acquisitions pour l'entreprise depuis 3 ans lorsque le FBI s'est présenté à nos bureaux un mercredi matin de mars. J'avais 26 ans, un appartement que je pouvais à peine me payer, et j'essayais de prouver à mon père que je méritais d'être là par mon mérite, non par népotisme. Sterling & Associates Commercial Property était la création de mon père, bâtie à partir de rien pendant 30 ans pour devenir une firme de taille moyenne gérant plus de 200 millions d'actifs. Mon père, Richard Sterling, était le genre d'homme qui portait des montres de luxe et s'exprimait par des clichés de conseil d'administration sur l'héritage et la construction de quelque chose de durable. Ma mère, Elisabeth, était morte d'un cancer quand j'avais 19 ans, laissant derrière elle une participation de 20% dans l'entreprise qui m'avait été transférée à son décès, les parts étant placées dans une fiducie jusqu'à mes 30 ans. Mon père en possédait 51%. Les 29% restants étaient répartis entre 3 membres du conseil d'administration qu'il avait intégré au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Les agents du FBI étaient professionnels et minutieux. L'agent spécial Denny Kao s'est présenté avec sa partenaire, l'agent spécial Lisa Brennan, tous deux munis de lettres de créance et de badges qui ressemblaient exactement à ceux des films. Ils ont demandé à parler à mon père d'abord, puis à notre directeur financier, un homme nerveux nommé Michael Dunn, qui travaillait dans l'entreprise depuis 8 ans. Ensuite, ils ont demandé à me parler. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence aux parois de verre pendant que le reste du bureau faisait semblant de ne pas regarder. L'agent Kao a sorti un dossier et a commencé à poser des questions sur une série d'acquisitions immobilières sur lesquelles j'avais travaillé au cours des 18 derniers mois. Plus précisément un portefeuille de 4 immeubles commerciaux dans le quartier du centre-ville que nous avions acheté par l'intermédiaire d'une filiale. Avais-je autorisé les virements télégraphiques? Avais-je créé le compte de la filiale? Avais-je signé la documentation? J'ai répondu oui à tout parce que j'avais fait ces choses-là. Mon père m'avait dit de le faire. Il m'avait guidé à chaque étape, m'expliquant que c'était une pratique courante pour les acquisitions importantes, et disant qu'il l'avait fait des dizaines de fois. Je lui faisais entièrement confiance. L'agent Brennan m'a montré des copies des virements. 340 000 $ avaient été transférés du compte de la filiale vers un compte personnel aux îles Caïmans. Le compte était à mon nom, un compte que je n'avais jamais ouvert, dont je n'avais jamais soupçonné l'existence et dont je n'avais jamais vu un seul dollar. J'ai fixé les documents, sentant mon estomac se nouer. Je leur ai dit que je ne savais rien de ce compte, que quelqu'un avait dû voler mon identité et que c'était manifestement une erreur. L'expression de l'agent Kao n'a pas changé. Il m'a montré d'autres documents. Le compte avait été ouvert en personne dans une banque de Georgetown 18 mois plus tôt. La signature correspondait à la mienne. L'identification utilisée était mon passeport. Il y avait même des images de caméras de surveillance d'une personne me ressemblant exactement, assise face à un agent de banque et remplissant des formulaires. Sauf que je n'étais jamais allé aux îles Caïmans. Je n'avais jamais quitté le pays, à l'exception d'un voyage au Canada quand j'avais 15 ans. Mon passeport se trouvait dans le tiroir de mon appartement, là où il était depuis des années. L'enquête a progressé rapidement. En une semaine, les procureurs fédéraux avaient monté un dossier qui semblait irréfutable de l'extérieur. Un jeune homme dans la vingtaine, favorisé par son père qui a réussi, devient cupide et commence à détourner des fonds.
Il crée une fausse filiale, transfère de l'argent à l'étranger et se croit assez malin pour ne pas se faire prendre. Le récit était simple, net et totalement faux. Mon père m'a engagé un avocat, un genre de défenseur public nommé Jérôme Hastings, qui semblait perpétuellement débordé et ne cessait de me dire d'envisager un plaidoyer de culpabilité. J'insistais sur mon innocence. J'expliquais que mon père avait dirigé chaque transaction, que j'avais fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire et que quelqu'un avait clairement usurpé mon identité pour ouvrir ce compte offshore. Hastings me regardait avec un mélange de pitié et de scepticisme et disait que, sans preuve montrant qu'un autre était responsable, un jury verrait un schéma de comportement qui pointait directement vers moi. J'ai commencé à fouiller dans mes propres dossiers, essayant de trouver n'importe quoi qui prouverait l'implication de mon père. J'ai récupéré des courriels, fouillé mon ordinateur et examiné les fichiers au bureau quand mon père n'était pas là, mais tout avait été nettoyé. Chaque conversation que nous avions eue sur les acquisitions s'était faite en personne, rien par écrit. Chaque instruction qu'il m'avait donnée était verbale, généralement derrière les portes closes de son bureau. La seule documentation existante me montrait autorisant des transferts, créant des comptes et signant des formulaires. C'était d'une précision chirurgicale. Quelqu'un avait passé des mois, peut-être des années, à préparer cela si parfaitement que chaque flèche pointait vers moi, et aucune ne revenait vers la personne qui l'avait réellement orchestrée. La réalisation m'a frappé une nuit alors que j'étais assis dans mon appartement, entouré d'impressions et de relevés bancaires. Mon père avait planifié cela. Il m'avait choisi délibérément, son propre fils, non pas parce que j'étais pratique, mais parce que je lui faisais une confiance absolue et que je ne remettrais jamais ses instructions en question. L'accusation m'a proposé un accord, plaider coupable de fraude télégraphique et de détournement de fonds, coopérer pleinement, et il recommanderait 30 mois. Mon avocat a dit que je devrais accepter, que le procès était trop risqué et que les preuves contre moi étaient accablantes. J'ai demandé ce qui se passerait si j'allais au procès et que je perdais. Il a dit de 5 à 7 ans dans une prison fédérale. Je lui ai dit d'organiser une rencontre avec les procureurs parce que je voulais leur parler de l'implication de mon père. La réunion a eu lieu dans un bâtiment administratif du gouvernement au centre-ville. La procureure principale était une femme nommée Diana Rothstein qui avait la réputation d'être intelligente et impitoyable. Je me suis assis face à elle et à 2 agents du FBI et j'ai tout expliqué, comment mon père avait dirigé chaque transaction, comment il m'avait appris à créer la filiale. Comment quelqu'un avait utilisé mon identité pour ouvrir le compte offshore pendant que je travaillais 12 heures par jour au bureau, et comment mon père était la seule personne qui aurait eu accès à mes documents personnels et une connaissance suffisante de mon emploi du temps pour réussir cela. Rothstein a écouté sans interrompre, prenant des notes dans un porte-documents en cuir. Quand j'ai fini, elle m'a regardé pendant un long moment puis a dit « Avez-vous des preuves pour appuyer ces allégations ?» Je lui ai parlé des instructions verbales, de l'habitude de mon père de ne jamais rien laisser d'écrit et du timing de tout cela. Elle a hoché la tête lentement et a dit que, sans documentation, enregistrement ou témoin, c'était ma parole contre celle de mon père. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, « Nous avons déjà interrogé votre père de manière approfondie. Il s'est montré coopératif dès le début. En fait, c'est lui qui nous a alertés le premier sur des irrégularités dans les comptes de l'entreprise. C'est lui qui est venu vers eux. » La pièce s'est mise à tanguer. Mon père était allé voir le FBI en premier. Il avait signalé le vol lui-même, se positionnant comme la victime, l'homme d'affaires honnête dont le fils l'avait trahi. C'était brillant et terrifiant. Le procès a duré 4 jours. L'accusation a construit son dossier méthodiquement. Ils ont montré au jury le compte offshore à mon nom. Ils ont montré les virements que j'avais autorisés. Ils ont montré les images de surveillance de la Banque des îles Caïmans à Granuleuse, mais assez convaincantes. Ils ont fait venir des comptables judiciaires qui ont retracé chaque dollar, des comptes de notre entreprise à la filiale, puis au compte offshore. Ils ont fait venir l'agent de la banque de Georgetown qui a identifié ma photo et a témoigné que j'avais été nerveux mais professionnel lors de l'ouverture du compte. Puis ils ont appelé mon père à la barre. Il portait son meilleur costume, le gris anthracite qu'il réservait aux réunions clients importantes. Il s'est dirigé vers la barre des témoins la tête légèrement baissée, comme un homme portant un fardeau terrible. La procureure lui a demandé de décrire sa relation avec moi. Mon père a pris une inspiration et a dit « C'est mon fils unique. Je lui ai donné toutes les chances. Je l'ai fait entrer dans l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains parce que je voulais lui apprendre, lui donner un avenir. Cette situation me brise le cœur. » Elle l'a interrogé sur les acquisitions. Il a expliqué que oui,
il était au courant des achats de propriétés commerciales, qu'il faisait partie des activités normales de l'entreprise, mais que toutes les décisions financières spécifiques m'avaient été déléguées en tant que gestionnaire des acquisitions. C'était mon rôle, ma responsabilité. Il a dit qu'il m'avait fait entièrement confiance, peut-être trop, et que cette confiance l'avait aveuglé sur ce que je faisais. La procureure lui a montré des copies des virements. Il les a regardés avec ce qui semblait être une douleur sincère et a déclaré qu'il n'avait eu aucune connaissance de ces transactions spécifiques, que j'avais l'autorisation de déplacer de l'argent entre les comptes selon les besoins pour les acquisitions. Et qu'il n'avait jamais imaginé que j'abuserais de cette autorité. Elle a demandé quand il avait commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il a répondu qu'il examinait les résultats financiers trimestriels et qu'il avait remarqué des écarts qu'il ne pouvait expliquer. Quand il m'avait posé des questions à ce sujet, j'avais été évasif. C'est alors qu'il a commencé à chercher plus loin et a découvert les fonds manquants. Il a dit qu'il s'était tourmenté pour savoir s'il devait aller voir les autorités ou essayer de régler cela en privé, mais qu'en fin de compte, sa responsabilité envers l'entreprise et la loi était claire. Mon avocat l'a contre-interrogé, essayant de trouver des failles dans son récit. Il a demandé pourquoi il n'y avait aucune communication écrite sur les acquisitions si elles étaient des activités légitimes de l'entreprise. Mon père a répondu que nous travaillions dans le même bureau, que la communication verbale était plus facile et plus efficace, et qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de documenter des conversations avec son propre fils. L'avocat a demandé pourquoi mon père avait accès à mes documents personnels comme mon passeport. Mon père a répondu qu'en tant qu'employeur et père, il avait parfois besoin de documents pour les besoins de l'entreprise, comme des vérifications d'antécédents ou des voyages d'affaires, et que je lui en avais donné l'accès librement. Chaque réponse était raisonnable, chaque réponse était plausible, et chaque réponse était un mensonge enveloppé dans juste assez de vérité pour être crédible. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Ils sont revenus avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, fraude télégraphique, détournement de fonds et blanchiment d'argent. La juge a fixé le prononcé de la peine 6 semaines plus tard. Je suis resté assis dans cette salle d'audience à écouter le mot coupable répété encore et encore, et j'ai senti quelque chose se briser en moi qui, je pense, n'a jamais complètement guéri. Entre le verdict et la sentence, j'ai essayé une dernière fois de joindre mon père. Je l'ai appelé depuis mon appartement, le seul endroit où je me sentais encore en sécurité. Il a décroché à la 3e sonnerie. J'ai dit, pourquoi? Juste ce mot. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, tu as fait des choix, et les choix ont des conséquences. Je t'ai appris cela. J'ai dit, tu m'as piégé. Tu as volé cet argent et tu as tout arrangé pour que je sois celui qui tombe. Je suis ton fils. Sa voix est devenue froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu es faible. Tu l'as toujours été. Ta mère t'a gâté, t'a rendu mou. J'ai bâti quelque chose de réel, quelque chose qui durera, et je ne laisserai personne le détruire. Ni le gouvernement, ni le conseil d'administration, ni toi. Je lui ai demandé ce que j'avais fait pour mériter cela. Il a dit, tu as existé. Tu as hérité de parts qui auraient dû être miennes. Quand tu aurais eu 30 ans, tu aurais eu assez de pouvoir de vote pour contester mes décisions, pour te ranger du côté du conseil contre moi. Je ne pouvais pas le permettre. Puis il a raccroché. Je n'ai rien enregistré de cette conversation parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il avoue réellement. Ce fut probablement la dernière erreur que j'ai commise en faisant confiance à quoi que ce soit le concernant. Le prononcé de la peine fut superficiel. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années nommée Iris Beaumont, m'a demandé si j'avais quelque chose à dire avant qu'elle ne prononce la sentence. Je me suis levé et j'ai dit, je suis innocent. Mon père a tout orchestré et a témoigné contre moi pour se sauver. Je sais qu'il n'y a aucune preuve pour le prouver, mais c'est la vérité, et un jour la vérité éclatera. La juge Beaumont m'a regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer et a dit, « Monsieur Sterling, vous avez été reconnu coupable par un jury de vos pairs sur la base de preuves accablantes. Vos tentatives de rejeter la faute sur votre père, un homme qui a pleinement coopéré avec les enquêteurs et n'a montré que de la douleur face à vos actes, reflètent mal votre caractère. Je vous condamne à 18 mois dans une prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté surveillée et de la restitution intégrale des fonds volés. 18 mois. J'avais 26 ans, et j'allais dans une prison fédérale pour un crime que mon père avait commis. Les marshals m'ont placé en détention immédiatement. Je n'ai pas pu rentrer chez moi, ni faire un sac, ni dire au revoir à qui que ce soit.
Ils m'ont d'abord traité dans une prison de comté, fouille au corps, empreinte digitale et une combinaison orange vif qui sentait le détergent industriel. La prison fédérale n'était pas comme dans les films. C'était plus calme, plus bureaucratique, rempli de criminels en col blanc et de délinquants liés à la drogue purgeant des peines réduites. Je me suis fait discret et j'ai gardé le silence. Je travaillais à la bibliothèque de la prison, rangeant les livres et aidant les détenus dans leurs recherches juridiques. J'ai lu tout ce que je pouvais sur la fraude d'entreprise, l'altération de preuves et l'usurpation d'identité. J'ai appris par moi-même la comptabilité judiciaire et l'informatique légale. Je me suis dit que si je voulais survivre à cela, je devais comprendre exactement comment mon père s'y était pris et comment le prouver. Les autres détenus me laissaient généralement tranquille une fois qu'ils comprenaient que je n'en valais pas la peine. Il y avait un gars nommé Vincent qui avait été gestionnaire de fonds spéculatifs avant que des accusations de délit d'initié ne le fassent tomber. Il avait passé le premier mois de sa peine en colère et dans le déni, convaincu que ses avocats le feraient sortir en appel. Au 3e mois, il avait accepté sa situation et commençait à donner des cours de littératie financière aux autres détenus. Il m'a dit que la prison était l'endroit où l'on apprenait qui l'on était vraiment, dépouillé de tout le reste, qu'on en sortait soit meilleur, soit brisé, et que le choix nous appartenait entièrement. J'ai choisi d'en sortir meilleur, ou du moins fonctionnel. Je m'entraînais dans la cour de la prison, faisant des pompes et courant des tours jusqu'à ce que mon corps soit plus dur qu'il ne l'avait jamais été. J'étudiais, remplissant des cahiers d'informations sur le droit des sociétés et les règles de preuve. J'écrivais des lettres à mon père que je n'ai jamais envoyées et des lettres où je lui disais exactement ce que je pensais de lui, exactement ce qu'il m'avait fait, et exactement comment je le prouverais un jour. Les écrire me faisait l'effet d'une thérapie, comme si je documentais tout pendant que c'était encore frais pour ne pas oublier les détails dans les années à venir. J'ai eu un compagnon de cellule pendant les 8 derniers mois, un gars nommé Léo Ramirez, qui purgeait une peine pour évasion fiscale. Léo avait été propriétaire d'une petite entreprise, un restaurateur qui s'était laissé déborder par le fisc et avait pris de mauvaises décisions en essayant de le cacher. Il avait 10 ans de plus que moi, une femme et 2 enfants à l'extérieur, et il en parlait constamment. Il me montrait des photos qu'ils envoyaient, me racontait les matchs de soccer de sa fille et les projets d'expo-science de son fils. Il disait que le plus dur n'était pas d'être enfermé, c'était de rater leur vie, de savoir qu'ils grandissaient et changeaient sans lui. Je suis sorti après avoir purgé 14 mois, libéré plus tôt pour bonne conduite. Ils m'ont rendu mes effets personnels dans un sac en plastique, ont traité mes papiers, et je suis sorti de cet établissement par une matinée ensoleillée, avec l'impression d'avoir vieilli d'une décennie. Je n'avais nulle part où aller. Mon appartement n'existait plus depuis longtemps et mes possessions étaient dans un entrepôt quelque part que je n'avais pas les moyens de payer pour les récupérer. J'avais $186 sur mon compte de prison et aucune perspective d'emploi, car qui embauche un criminel condamné pour fraude d'entreprise. J'ai pris un bus pour la ville et je me suis inscrit dans un refuge pour sans-abri pour ma première nuit de liberté. La conseillère à l'admission était une femme gentille nommée Margaret Hu, qui n'a pas posé trop de questions, m'a juste assigné un lit et donné une liste de ressources pour la recherche d'emploi et l'aide au logement. J'ai passé cette première semaine à postuler à tout ce qui voulait m'embaucher, station-service, entrepôt, service de livraison. La plupart des endroits voyaient mon casier et cessaient de me rappeler. Finalement, une entreprise de construction m'a embauché comme manœuvre générale. Le patron, un homme bourru nommé Tom Kowalski, a dit qu'il se moquait de mon passé tant que je me présentais à l'heure et que je travaillais dur. Le travail était brutal, des journées de 10 heures à transporter des matériaux, mélanger du béton et faire des travaux de démolition qui me laissaient les mains en sang et le dos hurlant. Mais c'était un travail honnête, et Tom payait en liquide chaque semaine. Lentement, j'ai mis assez d'argent de côté pour louer une chambre dans une maison avec 3 autres gars dans des situations similaires, anciens toxicomanes, détenus récemment libérés, hommes essayant de se reconstruire à partir de rien. Nous ne parlions pas beaucoup, nous existions simplement en parallèle, chacun concentré sur sa propre survie. J'ai continué à travailler dans la construction et à étudier le soir, utilisant les ordinateurs de la bibliothèque publique pour faire des recherches sur l'entreprise de mon père, suivant les nouvelles de Sterling & Associates. Observant de loin alors qu'il continuait à bâtir son empire sur les fondations de ma réputation détruite. 6 mois après ma libération, j'ai postulé pour un poste dans un petit cabinet comptable spécialisé dans le travail médico-légal. Le propriétaire, un homme nommé David Park, a réellement lu ma candidature et m'a convoqué pour un entretien. J'y suis allé en m'attendant à être renvoyé immédiatement. Mais Park m'a surpris. Il avait fait ses recherches. Il connaissait mon dossier,
connaissait la condamnation, mais il connaissait aussi la fraude d'entreprise de l'intérieur parce qu'il avait travaillé sur des dizaines de cas similaires en tant que témoin expert. Il m'a posé des questions directes. Ai-je réellement volé cet argent? J'ai dit non. Est-ce que je savais qu'il avait fait? J'ai dit oui. Pourrais-je le prouver? J'ai dit, pas encore. Park s'est adossé dans sa chaise et m'a étudié pendant un long moment, puis a dit, je vais vous embaucher, mais pas par charité. Je vous embauche parce que quelqu'un qui a traversé ce que vous avez traversé soit apprend le système de fond en comble, soit se brise complètement. Vous êtes ici, donc vous ne vous êtes pas brisé. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la fraude des deux côtés, qui peut penser comme les gens sur lesquels nous enquêtons. Mais si vous me mentez, si vous avez volé cet argent, nous en aurons fini dès que je le découvrirai. J'ai commencé la semaine suivante. Le salaire était terrible, à peine au-dessus du salaire minimum, mais c'était un travail légitime dans mon domaine. Et Park m'enseignait des compétences que je n'avais jamais apprises en école de commerce, comment tracer des actifs cachés, comment analyser des modèles financiers et comment repérer les infimes incohérences qui révélaient une fraude. J'ai passé 3 ans dans ce cabinet, progressant d'assistant de recherche à analyste junior. Park est devenu quelque chose entre un mentor et un ami, l'une des rares personnes qui ne m'a jamais traité comme une marchandise endommagée. Il m'a appris que la plupart des fraudes étaient simples à la base, que les stratagèmes complexes n'étaient que des couches de diversion enrobées autour d'un vol basique. Il m'a appris que la meilleure façon de démêler un crime financier compliqué était de suivre l'argent à l'envers, transaction par transaction, jusqu'à ce qu'on en trouve la source. J'ai absorbé tout ce qu'il m'a enseigné et je l'ai appliqué à mon propre cas chaque fois que j'avais du temps libre. Je consultais les registres publics concernant Sterling & Associates, je suivais les acquisitions de propriétés et je cherchais des modèles. Je ne pouvais plus accéder aux documents internes, mais suffisamment d'informations étaient publiques pour que je puisse commencer à dresser un tableau. L'entreprise avait continué de croître. Mon père avait attiré de nouveaux investisseurs, s'était étendu dans des projets de développement et s'était positionné comme un chef d'entreprise respecté. Il avait accordé des entretiens à des revues d'affaires locales sur l'intégrité et l'éthique dans l'immobilier. L'hypocrisie me donnait envie de frapper dans un mur. 4 ans après ma libération, j'ai reçu un message via LinkedIn d'une certaine Catherine Wu, qui s'est identifiée comme associée principale dans un cabinet d'avocats représentant l'un des membres du conseil d'administration de Sterling & Associates. Elle voulait parler officieusement. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville un samedi matin. Wu était dans la trentaine, le regard vif et professionnel, et elle est allée droit au but. L'un des membres du conseil d'administration, un homme nommé Jonathan Grave, avait commencé à remarquer des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise et des écarts qui lui rappelaient ce qui s'était censé s'être passé pendant mon mandat. Il avait engagé le cabinet de Wu pour enquêter discrètement, et ils en avaient trouvé assez pour soulever de sérieuses questions. Elle a dit qu'ils avaient examiné mon cas et qu'ils avaient des doutes sur la version officielle. Elle a demandé si je serais prêt à partager ce que je savais. Je lui ai tout dit, sur les instructions de mon père, sur le coût monté, et sur le compte offshore que je n'avais jamais ouvert. Elle a pris des notes et a posé des questions détaillées, puis a dit que son cabinet continuerait d'enquêter et me contacterait s'il trouvait quelque chose de concret. 6 mois ont passé sans nouvelles. J'ai continué à travailler au cabinet de Park, j'ai continué à améliorer mes compétences et j'ai continué à construire ma propre enquête séparée. Puis Wu a appelé et m'a demandé de venir à son bureau. Quand je suis arrivé, elle était avec Jonathan Grave, un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine qui ressemblait à l'idée qu'on se fait d'un membre du conseil d'administration au cinéma. Grave s'est présenté et s'est excusé pour ce qui m'était arrivé. Il a dit que lorsque j'avais été condamné, il avait accepté les preuves telles quelles, ne se demandant jamais si mon père aurait pu être impliqué. Mais des découvertes récentes avaient entièrement changé sa perspective. Ils avaient trouvé un modèle d'irrégularité financière remontant à des années, toutes soigneusement cachées, mais visibles une fois que l'on savait quoi chercher. L'argent sortait des comptes de l'entreprise par le biais de sociétés écrans, certains finissant dans des comptes offshore, d'autres investis dans des propriétés détenues sous des noms différents. Mon père détournait de l'argent de sa propre entreprise depuis plus d'une décennie, et mon cas n'avait été qu'une instance où il avait eu besoin d'un bouc émissaire. Grave a dit que le conseil d'administration prévoyait d'affronter mon père et de le forcer à partir, mais ils avaient besoin de preuves irréfutables car mon père contrôlait toujours 51% des actions. C'est alors que Wu a expliqué quelque chose que je ne savais pas. La participation de 20% de ma mère, détenue en fiducie jusqu'à mes 30 ans, comportait des conditions spécifiques.
Si j'étais condamné pour un crime impliquant l'entreprise, ces actions revenaient par défaut à mon père au lieu de m'être transférées. Mon père n'avait pas eu besoin de moi seulement comme bouc émissaire, mais comme un moyen de consolider son contrôle. En me piégeant, il s'était assuré que je n'aurais jamais le pouvoir de vote pour le défier. Sauf qu'il y avait un problème dans son plan. Les documents de la fiducie contenaient une clause qu'aucun d'entre nous n'avait remarquée: si la condamnation était annulée ou si j'étais gracié, les actions me seraient toujours transférées. Et si de nouvelles preuves émergeaient prouvant l'implication de mon père dans la fraude originale, toute la structure de la fiducie changeait. Les actions seraient transférées immédiatement, quel que soit mon âge, à titre de compensation pour condamnation injustifiée. J'étais assis dans cette salle de conférence à écouter haut et grave expliquer que tout l'empire de mon père était bâti sur un fondement de fraude et que je détenais la clé potentielle pour le démanteler. Ils avaient engagé des comptables médico-légaux qui avaient tracé plusieurs comptes offshore jusqu'à mon père. Ils avaient trouvé la personne réelle qui s'était fait passer pour moi aux îles Caïmans, un voleur d'identité professionnelle que mon père avait engagé par des intermédiaires. Ils avaient documenté un modèle de détournement de fonds totalisant plus de 3 millions de dollars sur une douzaine d'années. Mais engager des poursuites pénales serait difficile en raison des problèmes de prescription et de la complexité de prouver l'intention après tant d'années. La meilleure approche, a déclaré Grave, était l'action civile. Le conseil d'administration pouvait poursuivre mon père pour manquement aux devoirs fiduciaires, le forcer à rembourser les fonds volés et le dépouiller de son contrôle. Combiné aux preuves de son parjure lors de mon procès, il pourrait demander l'annulation de ma condamnation. Cela prendrait du temps, peut-être des années, c'était possible. J'ai demandé ce qu'ils attendaient de moi. Wu a dit que, d'abord, ils avaient besoin que je dépose une requête en révision de condamnation basée sur de nouvelles preuves. Elle avait déjà rédigé les documents. Deuxièmement, ils avaient besoin de ma coopération dans leur action civile contre mon père, y compris mon témoignage et l'accès à toute documentation que j'avais conservée. Troisièmement, une fois mes actions transférées, ils avaient besoin que je vote avec eux pour évincer complètement mon père de l'entreprise. Grave a dit qu'avec mes 20% et ses 15%, plus les autres membres du conseil d'administration qui s'étaient lassés du contrôle de mon père, ils auraient assez de voix pour le forcer à partir. J'ai demandé ce qu'il adviendrait de l'entreprise. Grave a dit qu'ils installeraient une nouvelle direction, restructureraient le conseil et vendraient probablement à un cabinet plus important d'ici 1 an. Sterling & Associates cesserait d'exister tel que mon père l'avait construit. Son héritage, la chose pour laquelle il m'avait détruit pour la protéger, serait effacé. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. La requête en révision de condamnation a été déposée la semaine suivante. Wu a joint des centaines de pages de pièces à conviction, des relevés bancaires, le témoignage du voleur d'identité qui avait obtenu l'immunité en échange de sa coopération, des rapports de comptabilité médico-légale et des communications entre mon père et les sociétés écrans. Les preuves étaient accablantes. La même procureure qui m'avait condamné, Diana Rothstein, a examiné la requête et a admis dans une réponse écrite que les nouvelles preuves soulevaient des questions substantielles sur le verdict original. Elle ne s'est pas opposée à notre requête. Le juge Beaumont, le même juge qui m'avait condamné, a fixé une audience de présentation des preuves 6 semaines plus tard. L'audience s'est tenue dans la même salle d'audience où j'avais été condamné. Wu a présenté nos preuves méthodiquement, appelant des témoins experts et parcourant la piste de documents qui montraient l'implication de mon père. Le procureur qui m'avait envoyé en prison restait silencieux, n'offrant aucune défense de la condamnation originale parce qu'il n'y en avait aucune à offrir. Le voleur d'identité, un homme nommé Carlos Mandé, a témoigné par liaison vidéo depuis une prison fédérale où il purgeait une peine pour des accusations de fraude non liées. Il a expliqué qu'il avait été engagé par un intermédiaire du dark web pour se faire passer pour moi, qu'on lui avait donné mon passeport et mes informations personnelles, et qu'il s'était exercé à ma signature pendant des semaines avant d'aller aux îles Caïmans. Il a dit qu'il avait été payé 50 000 $ pour le travail et qu'il n'avait jamais su qu'il avait engagé jusqu'à ce que les enquêteurs fédéraux le relient à mon père grâce à des dossiers financiers. Mandé semblait presque s'ennuyer en le racontant, comme s'il s'agissait d'un travail de plus dans une longue carrière de vol d'identité. L'experte en comptabilité médico-légale, une femme précise nommée Dr Evelyn Cross, a parcouru les sociétés écrans et les comptes cachés avec le même calme qu'elle aurait probablement utilisé pour discuter de la météo. Elle a montré comment l'argent avait circulé de Sterling & Associates à travers un réseau de fausses entreprises, comment mon père avait créé des pistes de documents élaborés pour cacher son vol. Et comment les 340 000 $ que j'avais été condamné pour avoir volé n'étaient qu'une petite pièce d'un stratagème beaucoup plus vaste. Après 3 jours de témoignages,
le juge Beaumont a demandé si je voulais faire une déclaration. Je me suis levé et je lui ai dit que j'avais passé 18 mois dans une prison fédérale pour un crime que je n'avais pas commis, que mon père m'avait regardé dans les yeux et avait menti sous serment, et qu'il avait détruit ma réputation et mon avenir pour protéger ses propres intérêts. J'ai dit que je ne voulais pas de vengeance, je voulais la justice. Je voulais que le dossier soit rectifié pour que tout le monde sache la vérité sur ce qui s'était passé. Le juge Beaumont a gardé le silence pendant un long moment, puis a dit « Monsieur Sterling, sur la base des preuves présentées, il est clair que votre condamnation était le résultat d'un témoignage parjure et de preuves fabriquées. Le procès original était une erreur judiciaire. J'annule votre condamnation pour tous les chefs d'accusation, avec effet immédiat. Je renvoie également les preuves du parjure de votre père au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. » Elle s'est excusée directement auprès de moi, disant que bien qu'elle ait statué sur la base des preuves présentées, elle aurait dû examiner l'affaire plus attentivement. Cela sonnait creux, mais je l'ai accepté parce que pouvais-je faire d'autre? La nouvelle de mon exonération a frappé durement le milieu des affaires. Les médias locaux l'ont largement couverte. Les gros titres étaient des variantes de « Un homme d'affaires éminent piège son propre fils » et « Un cadre de l'immobilier fait face à des accusations de fraude après l'annulation de la condamnation de son fils ». La réputation de mon père s'est effondrée du jour au lendemain. Les clients ont commencé à retirer leurs contrats. Les banques ont gelé les comptes de l'entreprise en attendant l'enquête. Le conseil d'administration de Sterling & Associates a immédiatement suspendu mon père et a lancé son propre examen interne. Grave m'a appelé le lendemain de l'audience et a dit que la fiducie avait libéré les actions de ma mère en ma faveur ce matin-là. J'étais désormais un actionnaire à 20% avec plein droit de vote. Le conseil d'administration prévoyait une réunion d'urgence pour la semaine suivante pour voter sur la destitution de mon père. Il a demandé si j'y assisterais. J'ai dit oui. Je voulais être là quand mon père perdrait tout. La réunion du conseil s'est tenue dans la salle de conférence de Sterling & Associates, la même pièce où j'avais travaillé sur des accords d'acquisition, où mon père m'avait donné des instructions qui finiraient par m'envoyer en prison. Je suis arrivé tôt et je me suis assis à la table où je m'asseyais autrefois, ressentant la nature surréelle de toute la situation. Les autres membres du conseil sont arrivés peu à peu, Grave et deux autres qui s'étaient rangés à ses côtés. Ils m'ont salué avec des expressions quelque part entre la sympathie et le respect. Mon père est arrivé le dernier. Il est entré et s'est arrêté quand il m'a vu assis là. Son visage est passé par plusieurs émotions en succession rapide, le choc, la colère, le calcul, et enfin quelque chose qui aurait pu être de la peur. Il s'est assis en bout de table, sa position habituelle, et a agi comme si tout était normal. Grave a ouvert la séance et est immédiatement passé au point principal de l'ordre du jour, un vote pour révoquer Richard Sterling de ses fonctions de PDG et de président sur la base de preuves de fraude, de détournement de fonds et de manquement aux devoirs fiduciaires. Mon père n'a rien dit au début. Il était assis là, les mains jointes sur la table, cette même posture de contrôle qu'il avait toujours projetée. Puis il m'a regardé directement et a dit « Tu penses vraiment avoir gagné quelque chose ici ? Tu penses que détruire l'entreprise que ta mère et moi avons bâtie te rend vertueux ?» J'ai croisé son regard et j'ai dit « Tu l'as détruite au moment où tu as choisi d'y voler. Je ne fais que terminer ce que tu as commencé. » Grave a demandé si quelqu'un voulait discuter de la motion avant le vote. L'une des autres membres du conseil, une femme plus âgée nommée Patricia Dunn, a dit qu'elle avait fait confiance à mon père pendant 15 ans, qu'il avait semblé être un homme d'intégrité, et que découvrir la vérité avait ébranlé sa foi en son propre jugement. Elle a dit qu'elle soutenait la motion sans réserve. Le vote a été appelé. 4 étaient en faveur de la destitution de mon père, un contre provenant d'un membre du conseil qui était l'ami de mon père depuis des décennies et ne pouvait accepter les preuves. Le vote unique de mon père s'y opposant n'avait aucune importance. Il était dehors. Grave l'a informé qu'il avait jusqu'à la fin de la journée de travail le lendemain pour récupérer ses effets personnels au bureau, que tous les accès aux comptes et systèmes de l'entreprise avaient été révoqués. Et que l'entreprise engageait une action en justice complète pour récupérer les fonds détournés, ce qui signifiait la saisie de ses actifs personnels, y compris sa maison, ses voitures et ses comptes d'investissement. Mon père s'est levé lentement et nous a regardés un à un. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il a dit « Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné des opportunités, et c'est ainsi que tu me rembourses. » J'ai dit « Tu m'as appris que les choix ont des conséquences. Je ne fais qu'appliquer la leçon. » Il est sorti sans un mot de plus, et je l'ai regardé partir, ne ressentant rien. Pas de satisfaction, pas de chagrin,
juste un vide creux là où ma colère avait vécu pendant 6 ans. Patricia Dunn est venue me voir après son départ et a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir vu la vérité plus tôt, qu'elle aurait aimé remettre les choses en question lors de mon procès. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire différemment avec les informations disponibles à l'époque. Grave a demandé si je voulais être impliqué dans la restructuration de l'entreprise. J'ai dit non. Je ne voulais rien avoir à faire avec Sterling & Associates. Je voulais juste que mon nom soit lavé et que l'héritage de ma mère soit honoré. Les poursuites pénales contre mon père ont avancé lentement dans le système. Le bureau du procureur a déposé des accusations de parjure, de production de faux documents et, finalement, des accusations de fraude liées au détournement de fonds. Mon père a engagé des avocats onéreux qui ont déposé requête sur requête pour essayer de faire rejeter l'affaire, invoquant l'inconduite du procureur, la prescription et l'application sélective de la loi. Rien n'a fonctionné. Les preuves étaient trop solides, le témoignage du voleur d'identité trop accablant et les dossiers financiers trop clairs. 8 mois après mon exonération, mon père a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans dans une prison fédérale, restitution intégrale à Sterling & Associates et interdiction permanente d'exercer les fonctions d'officier ou de directeur de toute société cotée en bourse ou privée. Il aurait 73 ans à sa sortie, s'il tenait jusque-là. Le juge qui l'a condamné était différent du juge Beaumont, un homme plus jeune nommé Neil Crawford, qui semblait dégoûté par toute l'affaire. Il a dit à mon père que trahir son propre enfant pour un gain financier représentait un échec moral qui dépassait la conduite criminelle ordinaire, et que la sentence de la cour reflétait non seulement le crime, mais l'abus profond de la confiance paternelle. J'ai assisté au prononcé de la sentence. J'étais assis dans la galerie et j'ai regardé mon père en combinaison orange, de la même couleur que celle que j'avais portée, debout devant le juge, écoutant son sort. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, diminué. Quand le juge Crawford a demandé s'il avait quelque chose à dire, mon père s'est tourné et m'a regardé directement. Il a dit, « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je suis désolé pour les mensonges et la trahison. J'avais tort. » Cela sonnait sincère, mais je l'avais déjà entendu sonner sincère à la barre des témoins quand il avait juré de dire la vérité avant de détruire ma vie avec de la fiction. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas accusé réception des excuses, je suis juste resté assis là et je l'ai regardé être emmené par les marshals. Je me suis dit que je devrais me sentir vengé, que justice avait été rendue, que les années de lutte pour laver mon nom en avaient valu la peine. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Fatigué de la colère, fatigué de lutter, fatigué de donner à cet homme une once de plus de mon énergie ou de ma vie. C'est alors que Gregory Ashford m'a appelé au sujet de la signature dont il avait besoin pour sauver les actifs de mon père. J'avais presque oublié la réunion avec Ashford quand je pensais au procès et à ses suites. Laissez-moi clarifier la chronologie, la rencontre avec Ashford a eu lieu 6 ans après mon exonération, 10 ans après ma condamnation initiale. Mon père avait été libéré de prison après avoir purgé 32 mois. Il était sorti depuis 3 ans, vivant dans un petit appartement, faisant des petits boulots parce que personne ne voulait l'embaucher pour un travail légitime. L'entreprise, Sterling & Associates, avait été vendue à une plus grande firme immobilière 2 ans après la condamnation de mon père. La vente avait généré une valeur significative et, en tant qu'actionnaire à 20%, j'avais reçu un versement qui m'avait permis d'acheter une petite maison, de rembourser mes dettes et de bâtir une vie modeste mais confortable. Je travaillais maintenant comme comptable médico-légal principal au cabinet de David Park, gagnant bien ma vie et sentant enfin que j'avais tourné la page sur tout ce cauchemar. Mais mon père avait comploté quelque chose pendant son séjour en prison. Avant sa condamnation, il avait transféré certains actifs dans des structures de fiducie complexes, les cachant des jugements civils contre lui, des propriétés détenues par des sociétés écrans et des investissements enfouis dans des comptes offshore que les avocats de l'entreprise n'avaient pas trouvés lors de leur recouvrement d'actifs. C'était le même genre d'ingénierie financière trompeuse qu'il avait utilisé pour me piéger, sauf que cette fois, il l'avait utilisé pour se protéger lui-même. Les structures étaient suffisamment légales pour que les procureurs ne l'aient pas inculpé pour ces transferts spécifiques, mais elles étaient assez complexes pour qu'il ait besoin de la coopération d'autres parties pour y accéder. Plus précisément, il avait besoin des signatures des bénéficiaires de la fiducie pour dissoudre certaines entités et consolider ses actifs cachés. En raison de la façon dont la succession de ma mère avait été structurée, j'avais été désigné comme bénéficiaire conditionnel de plusieurs de ces fiducies, chose que mon père avait mise en place il y a des années comme stratégie fiscale et qu'il avait oublié quand il m'avait piégé. Ashford a expliqué que les créanciers de mon père avaient finalement retrouvé ces actifs cachés et s'apprêtaient à les saisir.
Si mon père pouvait consolider et liquider les actifs avant l'exécution des ordres de saisie, il pourrait rembourser les créanciers et garder un petit pécule pour lui, peut-être 800 000 $. Sans ma signature, les fiducies ne pouvaient pas être dissoutes assez rapidement. Les créanciers saisiraient tout et mon père n'aurait plus rien. Ashford a dit que mon père était prêt à m'offrir 100 000 $ pour ma signature de l'argent qu'il devrait emprunter, mais qu'il pourrait rembourser une fois les actifs liquidés. J'ai regardé Ashford et j'ai dit, laissez-moi bien comprendre. Mon père a volé son entreprise, m'a piégé pour cela, m'a envoyé en prison, a détruit ma réputation dans ma vingtaine, et maintenant il veut que je l'aide à sauver l'argent qu'il a caché à ses propres créanciers. Ashford a dit prudemment, présenté comme ça sonne mal. J'ai demandé à Ashford pourquoi mon père ne m'appelait pas lui-même. Ashford a dit que mon père avait essayé, que j'avais bloqué son numéro, et que j'avais refusé toutes ses tentatives de contact depuis sa libération. Mon père avait envoyé des lettres que j'avais renvoyées sans les ouvrir. Il s'était présenté chez moi une fois et j'avais appelé la police. J'avais été absolument clair sur le fait que je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Alors, il avait engagé Ashford pour faire une approche professionnelle, pour présenter cela comme une simple transaction commerciale. Signer un document, être payé, et les deux parties passent à autre chose. J'ai dit à Ashford que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Il a dit que les créanciers exécuteraient leur saisie lundi, que nous étions jeudi, et que j'avais jusqu'à vendredi après-midi pour décider. J'ai emporté les papiers avec moi et j'ai quitté son bureau en ayant l'impression que l'univers me jouait une plaisanterie élaborée. L'homme qui m'avait tout pris me suppliait maintenant de le sauver de tout perdre. La justice poétique était presque trop parfaite. J'ai appelé David Park et je lui ai expliqué la situation. Park a écouté, puis a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je ne savais pas. Une partie de moi voulait laisser mon père tout perdre, le voir finir fauché et brisé comme je l'avais été après la prison. Une partie de moi voulait juste en finir avec toute cette histoire, prendre l'argent et passer à autre chose. Park a dit, la question n'est pas ce qu'il mérite. La question est quel genre de personne vous voulez être. Vous avez passé 10 ans à prouver que vous valez mieux que lui. Ne compromettez pas cela maintenant. J'ai appelé les Kowalski, mon ancien patron de construction qui était devenu une sorte d'ami au fil des ans. Tom a dit, qu'il aille se faire voir. Laisse-le brûler. J'ai appelé Catherine Wu, l'avocate qui avait aidé à démasquer mon père. Elle a dit que la décision me revenait, mais que les créanciers de mon père étaient pour la plupart des institutions et des investisseurs qui l'avaient escroqué et des gens qui méritaient de recouvrer leurs pertes. Si je l'aidais à leur cacher des actifs, je participerais à une autre fraude, juste de l'autre côté. Cette nuit-là, j'étais assis dans ma maison, la maison que j'avais achetée avec l'argent de la vente de l'entreprise, de l'argent qui n'existait que parce que mon père avait été évincé et que le conseil avait vendu à une firme légitime. J'ai pensé aux 18 mois que j'avais passés en prison, aux années à reconstruire ma vie, aux relations que j'avais perdues et aux opportunités que j'avais manquées à cause d'une condamnation pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai pensé à ma mère, qui est morte sans jamais savoir que son mari utiliserait un jour leur fils comme un pion dans un stratagème criminel. J'ai pensé à ce qu'elle voudrait que je fasse. Puis j'ai réalisé que je me moquais de ce que les autres voulaient. Il s'agissait de ce avec quoi je pouvais vivre, de la décision que je pouvais prendre tout en me respectant. J'ai fait mon choix. Vendredi après-midi, je suis retourné au bureau d'Ashford. Il m'a accueilli chaleureusement, supposant que j'étais là pour signer. Je me suis assis en face de son bureau et j'ai dit, je ne signerai rien. Dites à mon père que les actifs qu'il essaie de cacher appartiennent aux personnes qu'il a escroquées. Dites-lui que s'il avait payé ses créanciers honnêtement au lieu d'essayer de cacher de l'argent dans des comptes offshore, il n'aurait pas besoin de mon aide aujourd'hui. Dites-lui que j'espère que tout perdre lui apprendra ce que l'on ressent quand il a détruit ma vie. L'expression d'Ashford est passée de l'amical au froid. Il a dit, vous réalisez que vous renoncez à 100 000 $ par pure rancune. J'ai dit, je renonce à 100 000 $ pour m'assurer que la justice s'accomplisse réellement. Il y a une différence. Mon père a passé toute sa vie à penser qu'il était plus malin que tout le monde, qu'il pouvait manipuler les systèmes et les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Il est temps qu'il apprenne qu'il n'est pas intouchable. Ashford a essayé d'argumenter, disant que les créanciers vendraient de toute façon les actifs, que refuser de signer ne faisait que retarder l'inévitable, que j'étais mesquin et vindicatif. Je me suis levé et je lui ai dit que la conversation était terminée. Je suis sorti de son bureau et j'ai appelé Catherine Wu.
Je lui ai raconté ce qu'Ashford avait essayé de me faire signer et j'ai demandé si les créanciers connaissaient ces fiducies cachées. Elle a dit qu'il s'efforçait de les retracer, mais que les avocats de mon père faisaient de l'obstruction. Je lui ai envoyé tout ce qu'Ashford m'avait donné, chaque document, chaque structure de fiducie, chaque compte. Je lui ai dit de tout donner aux créanciers pro bono, je voulais que les actifs cachés de mon père soient exposés et saisis. Wu a dit qu'elle s'assurerait que les bonnes personnes reçoivent l'information immédiatement. Les créanciers ont exécuté leurs ordres de saisie le lundi. Grâce aux informations que j'avais fournies, ils ont gelé chaque compte, chaque fiducie, chaque actif caché que mon père avait passé des années à protéger. Le total avoisinait les 900 000 $, qui ont ensuite été distribués aux investisseurs et aux entreprises que mon père avait escroquées au fil des ans. Mon père a essayé de m'appeler après avoir tout perdu. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé une lettre que j'ai réellement ouverte cette fois. Elle était courte, tu avais une chance de m'aider et tu as choisi la vengeance. Je suis ton père. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ton père. Tu le regretteras. J'ai répondu par une seule phrase, tu as cessé d'être mon père au moment où tu t'es assis à la barre des témoins et as menti sous serment. Ne me contacte plus. Je l'ai envoyé en recommandé pour savoir qu'il l'avait reçu. C'était il y a 3 ans. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Je suppose qu'il est toujours en vie quelque part, faisant n'importe quel travail qu'il peut trouver, vivant dans les circonstances que ses choix ont créées. Je ne pense plus beaucoup à lui. La colère qui m'a animé pendant si longtemps s'est estompée en quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemble davantage à de l'indifférence. J'ai construit une belle vie malgré lui. J'ai un travail dans lequel je suis bon, des gens qui me respectent et une maison dont je suis fier. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, une enseignante nommée Olivia qui connaît toute mon histoire et ne me voit pas comme une marchandise endommagée. Le mois dernier, David Park m'a nommé associé dans son cabinet. Nous nous sommes étendus dans le travail d'enquête d'entreprise, aidant les entreprises et les particuliers à découvrir les fraudes avant qu'elles ne les détruisent. Je suis bon dans ce domaine, meilleur que je ne l'ai jamais été dans l'immobilier parce que je comprends les deux côtés. Je sais comment fonctionne la fraude, comment les gens rationalisent la trahison, et à quel point il est facile de se convaincre que l'on a droit à quelque chose qui n'est pas à soi. Je sais aussi ce que l'on ressent quand on est à l'autre bout, d'avoir sa vie détruite par l'avidité de quelqu'un d'autre. Cette perspective me rend meilleur dans ce travail que quelqu'un qui n'a étudié la fraude que de manière académique. Mes clients me font confiance parce que je n'enquête pas seulement sur des chiffres, je protège des gens contre le genre de destruction auquel j'ai survécu. Parfois, tard le soir quand je n'arrive pas à dormir, je pense à mon père assis à la barre des témoins, jurant de dire la vérité, puis détruisant méthodiquement son propre fils pour se sauver lui-même. Je pense à la facilité avec laquelle les mensonges lui venaient, à quel point il était convaincant, et comment même moi j'aurais pu le croire si je ne connaissais pas la vérité. Si vous avez aimé ceci, vous voudrez certainement voir les suivants aussi. Alors, abonnez-vous maintenant et faites-moi part de votre avis dans les commentaires.